Donc, petit avertissement avant de commencer. Donc, ceci n'est pas un cours Rust. Le but, c'est plutôt de démystifier un peu la technologie, de vous présenter un peu les outils qui vont avec, pour que vous puissiez ensuite entamer vraiment un apprentissage du langage. Gardez vos questions pour la fin, on a un timing assez serré, il y a beaucoup de choses à voir. Et en bleu, vous trouverez des liens. Alors, j'ai déjà tweeté avec mon compte et en RT sur le truc du DevFest Toulouse. Il y aura les sources de l'article. Donc, on va présenter des morceaux de sources. Vous aurez l'accès complet en fait sur notre GitHub. Donc, qui on est? Moi, c'est Logan. Vous pourrez retrouver tout sur Twitter, donc Logan MZZ, notez-le bien, parce que c'est comme ça que j'ai tweeté le lien pour les sources. Je travaille pour une société qui s'appelle MonkeyPatch, il y a une OSS2I, on est un gros groupement d'experts. On travaille dans le back-end, le mobile, le front-end, le DevOps. Voilà, on essaye d'apporter l'expertise au sein des entreprises, vraiment, et de cette notion vraiment d'expertise et tout ça. Je suis aussi membre du site communautaire développé.com en tant que modérateur et rédacteur pour la rubrique Java. Et bonjour à tous. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alessio Colacci, je suis développeur système chez Clever Cloud depuis pas si longtemps que ça. Vous pouvez me retrouver sur Twitter. Clever Cloud, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une plateforme as a service. Donc on en fournit un privé et un public. On fait de l'IT automation et nous on utilise Rust en production sur des parties système de Clever. Donc on va commencer un petit peu d'histoire. Donc ça commence en 2006 avec Raydon O'Hare, qui est un membre de la fondation Mozilla, qui travaille sur son temps personnel sur un projet en fait de nouveaux langages. Le but est de rester performant, mais toujours en ayant en fait en optique la sûreté, la sécurité. Et puis en fait, il a commencé à en parler, quand ça a commencé à devenir un peu sérieux, il a commencé à vouloir en parler autour de lui. Et en 2009, en fait, Mozilla est devenu sponsor officiel du projet, a soutenu le projet, et donc on a lancé aussi des activités autour de ce langage. On a une release officielle à partir de 2015, donc un peu plus de 2 ans maintenant, 1.0, et depuis en fait toutes les 6 semaines, on a une nouvelle release, on a un cycle de release. Donc la dernière a eu lieu le 31 août, donc la 1.20, et la prochaine aura lieu le 12 octobre. Donc comment on fait pour faire un cycle de release aussi court? En fait, il y a un système de channel, un peu comme vous pouvez voir dans les Canary releases, pour ceux qui connaissent un peu le mode, les canaux de diffusion de Chrome. Donc en fait, on a Nightly avec le code à peu près tous les jours, en tout cas stable. Ensuite, on a la bêta. Donc en fait, la bêta, c'est à chaque fois qu'il y a une feature qui est un peu stabilisée, on l'intègre dans la bêta. Et toutes les 6 semaines, en fait, la bêta devient une nouvelle stable. En fait, on fait un switch. Et en fait, vous pouvez retrouver, donc il y a un système de RFC. En fait, c'est un langage communautaire. Donc n'importe qui peut proposer une RFC, donc c'est une spécification pour le langage, et n'importe qui peut aussi proposer une implémentation. Après, tout se discute dans la communauté. Du coup, on va voir pourquoi Rust est né en fait. C'est quoi le problème qu'il y a en fait dans l'écosystème des langages actuels auquel Rust essaye de répondre. En fait, donc, du coup, dans les autres langages qu'on a actuellement, on a peu d'aide à l'écriture de code concurrentiel au niveau du langage. Je ne parle pas au niveau de votre standard librairie. Ensuite, on a des langages qui ne sont pas safe à runtime. On peut prendre l'exemple de C et C++, auquel, comme vous contrôlez la mémoire vous-même, du coup, vous avez vite vos erreurs de segfault. Et on a des langages qui commencent à avoir une syntaxe un peu vieille. Je ne citerai pas d'exemple là-dessus, vous les connaissez. Du coup, on en a gros de tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est un langage moderne avec tout ce qui est pattern matching. On peut pouvoir écrire du code fonctionnel, ça c'est vachement à la mode, c'est sympa. On ne veut pas gérer la mémoire manuellement parce qu'on est en 2017, il ne faut pas déconner quand même. Et on va être safe à runtime. Donc du coup, en fait, si on place les langages sur un graphe avec en ordonnée le contrôle et en abscisse la safety, C++, on le met tout en haut de contrôle, hein, ça c'est sûr et certain, mais niveau safety, on repassera. Haskell, tout en haut au niveau safety, mais pas de contrôle. Les autres langages essayent de faire un peu la balance entre les deux. Lui, Rust, en fait, sur ce plan-là, il va essayer de se placer en fait, tout en haut, de contrôle et safety. Du coup, le langage il a été créé sur 3 idées. Il faut qu'il soit fast, reliable et productif. Fast, on peut y répondre facilement. Il est fast parce qu'il utilise LLVM comme back-end de compilation. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est LLVM, c'est celui qui produit votre code machine. Mais en fait, quand Rust compile vers LLVM, il passe 75% de son temps de compilation à optimiser ce code LLVM.
Reliable, du coup, on va voir ça grâce à un first code en fait. Donc, du coup, comme ça va vous permettre de voir un peu la syntaxe du langage, voir qu'en fait on écrit pour du low level, mais avec une syntaxe de langage high level. Donc en fait, on part sur une idée très simple. On va créer une liste de tasks. Okay, on va avoir des opérations qu'on va faire dessus. Elles vont être de types différents. On va faire, donc du coup, c'est ce processing. On va pouvoir créer une liste de résultats. Donc certaines tasks peuvent échouer, d'autres avoir un succès. Donc pour modéliser en Rust, nos tasks, on va utiliser donc du coup les structs. On n'a pas des classes ou des choses comme ça. On a des structs dans lesquels on va, dans la task, on va mettre un ID et ensuite elle va porter une data. Pour différencier les types d'opérations qu'on va faire sur ces tasks, on va utiliser un enum. Et on a la structure donnée tuple, en fait, donc du coup, on va faire cette concaténation entre une task et son type d'opération. Pour construire la task, du coup, on va bêtement créer une fonction là qui va retourner un vecteur statique, hein, pas besoin de grand-chose. Elle envoie un vecteur, donc un vecteur en Rust, c'est des éléments qui sont contigus en mémoire. Et donc là, c'est un vecteur. On utilise la macro vec ici pour créer plus facilement cette liste de tasks. Donc vous pouvez la voir parce qu'elle a ce point d'exclamation. Et donc là, on crée 4 tasks qui sont avec leur type couplés dans des énigmes. Et cette flèche que vous avez au-dessus de retrieve task, c'est la valeur de retour. On veut du coup faire du pattern matching sur nos opérations parce que c'est quand même cool ça, le pattern matching, ça augmente beaucoup la visibilité. Et donc du coup, on récupère juste la data de la task, son type d'opération. On va renvoyer un result, donc la monade result que vous avez en functional. Celle-là va juste renvoyer un string ou au pire une erreur. Et en fonction des types d'opérations qu'on va avoir, donc on va passer en paramètres, on va lancer plusieurs types de fonctions. Donc, pour un type add, on lancera la méthode add operation. Pour un type mul operation et tout ça. Vous voyez que ces fonctions-là, elles retournent des results. Okay, donc c'est vu par le OK en fait, ou sinon un type error. Donc vous avez là en fait cette valeur de retour. Du coup, le type d'erreur, en fait, ici, on dit qu'on va faire un enum pour pouvoir les différencier. C'est pas très, on pouvait choisir d'autres types de structures. Et il nous faut bien un code dans le main. Donc, du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler la fonction retrieve task pour récupérer notre task queue. Et en fait, c'est pour vous montrer qu'on a des patterns map, for each en Rust. Donc, toujours. Donc le premier map, en fait, il récupère, du coup, on itère sur toutes les tasks, on lance l'opération en lui passant la data et le type d'opération, on récupère les results. Le umbrad_or, en fait, c'est une fonction pour ouvrir en fait le result et dire si c'est OK, ben, je passe la donnée. Si c'est une erreur, ben, alors je la retransforme en string from error. Et ensuite, j'affiche tous les résultats. Donc maintenant, on voudrait faire un petit focus sur le type system, histoire que vous compreniez un peu mieux tout ce qu'on vous a présenté très rapidement. C'est un exemple de code. En fait, pour stocker les données en Rust, on utilise les structs. Donc les structs, en gros, elles ont deux formes. Il y a la première, ici tout en haut, qui permet en fait sous forme de tuple. Donc vous n'avez pas nommé vos champs, vous allez accéder en 0, 1, 2, 3 par index. Ou alors vous pouvez avoir en fait en leur donnant des noms, un peu comme vous avez classiquement les classes en Java. Par contre, ce ne sont pas des classes, on n'a pas d'héritage. Par contre, on peut quand même ouvrir des blocs d'implémentation. Des blocs d'implémentation. Et on peut du coup y déclarer ce que vous pourrez appeler des méthodes dans d'autres langages, ici on appelle ça des fonctions. Donc un peu comme on peut avoir en Python, si le premier paramètre c'est pas self, en fait c'est une méthode statique, on dit associated function en Rust. Donc en premier là vous avez en gros ce qu'on appelle un constructeur, donc qui permet de créer une nouvelle tâche à partir d'un certain nombre de paramètres, et puis vous avez ce qu'on pourrait appeler un getter qui va récupérer, extraire en fait les données de la data. Donc ensuite, on peut aller un petit peu plus loin. Donc vous avez parlé des enums, mais en fait, l'enum, c'est un ensemble fini de variants. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des structures qui sont comme ça encapsulées, et en fait, ça permet à Rust en fait, de contrôler l'exhaustivité de vos types. Donc là, on a un exemple, pareil, on peut ouvrir un bloc d'implémentation sur un enum, et puis on peut faire du super pattern matching. On vous a montré très rapidement tout à l'heure. Là, on peut aller un peu plus loin.
Donc on a sur Anonymous, bon, il n'y a rien de spécial à faire. On a sur Natural, on peut récupérer le last name, le first name. Si on ne veut pas tout récupérer, il est la syntaxe avec les 2 petits points, et puis il passe pareil, sur le même principe. Si vous le récupérez depuis une forme tuple, vous passez en paramètres, vos variables positionnées, et au passage, vous pourrez noter qu'on a même le droit à l'UTF-8. Hein, vous pouvez vous faire plaisir pour ceux qui aiment bien mettre tout plein d'images dans leur code. Les traits, donc c'est ce qui peut faire en fait, de la programmation par contrat, donc c'est un peu l'équivalent des interfaces en Java. Donc en fait, le but c'est de faire de l'abstraction. Et notamment là, on peut voir en fait, c'est que les traits servent aussi à implémenter les opérateurs. On voit beaucoup ça aujourd'hui sur les langages modernes, c'est-à-dire que les opérateurs sont représentés par des interfaces ou ici par des traits. Donc là, c'est l'opération add, donc qui permet de faire une addition. Donc en fait, vous précisez sur quel type vous pourrez l'appeler, le paramètre de sortie. Et là, vous pouvez, après une méthode très élégante pour appeler, et en fait, d'un point de vue un peu objet, en tout cas, c'est très bien représenté. Donc maintenant, les génériques. Là, c'est un exemple, en fait, pour présenter une distance. Donc, on peut faire un peu plus sophistiqué en Rust, mais bon, c'est vraiment pour l'exemple. Donc, le principe des génériques, c'est pas vraiment celui de Java, où, en fait, quand vous implémentez une interface, ou un trait pour un générique, en fait, vous pouvez le faire qu'une fois. Si vous implémentez sur votre objet, il implémente liste de string, vous ne pouvez pas aussi implémenter liste de integer. En fait, en Rust, vous pouvez. Là, vous voyez, j'ai implémenté distance en fonction du fait des types de paramètres. Donc là, je dis que je peux convertir une distance en fait, de kilomètres en miles, et ainsi de suite. En fait, on peut aller beaucoup plus loin. L'idée là même, c'est qu'on peut carrément ouvrir des blocs génériques. Donc là, on avait tout à l'heure la distance, maintenant on va passer à la vitesse. Donc on va récupérer une distance, dans une unité qu'on ne sait pas trop laquelle, éventuellement même l'unité de temps, où là on va préciser que par défaut ça sera heure. Ça, vous ne pouvez pas le faire en Java. Et après, on va pouvoir dire que je peux implémenter, en fait, je peux transformer ma vitesse dans une distance x, dans une autre distance, s, à partir du moment en fait, où si je peux convertir mes distances elles-mêmes. Je dis juste ça en Rust, et après, du coup, en fait, Rust va m'autoriser à appeler les méthodes qui vont bien, et je peux convertir comme ça à la volée super rapidement. Bon. On peut vraiment, sur les génériques, à l'abstraire à un très haut niveau. Donc, vous n'êtes pas limité, comme on peut avoir en Java ou dans d'autres langages. Du coup, on va voir maintenant la safety en Rust. En fait. Pourquoi notre programme il est safe à runtime? Alors déjà, on va essayer de poser une définition sur la safety. Vous n'êtes pas safe quand vous avez de la mutable data, et qu'il y a plusieurs pointeurs dessus. Là, déjà, c'est là où on commence à avoir ces problèmes. La JVM, elle ne peut pas vous aider. Elle ne peut pas vous aider sur les data races, les iterator invalidation. C'est pareil. Donc, vous tombez sur des erreurs à runtime, comme en Java. Celles-là, vous les connaissez bien. C++, moi, j'ai parfois ça quand je mets des démos aux clients. C'est pas très sympa. Et donc, du coup, pour régler ces problèmes-là, en fait, on est obligé d'appeler l'équipe du debugger. Et sauf que je suis pas trop fan de lancer un debugger juste pour m'amuser à régler un null pointer. En fait, c'est pas trop mon délire. Du coup, Rust, il apporte cette solution, cette troisième solution. On n'a jamais eu ça dans les autres langages. Sans garbage collector, il va gérer la mémoire pour vous, et grâce à ces nouveaux systèmes d'ownership et de borrowing. Et ça, c'est géré à la compilation. Vous n'avez pas d'overhead au runtime. Donc l'ownership, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est quelque chose de très naturel. Je vous passe un bouquin, maintenant il est à vous. Il faut que vous me le rendiez pour que j'ai l'ownership de ce bouquin. Donc en fait, l'ownership il va permettre on va s'assurer qu'à un instant T, sur une zone mémoire, il y a une seule personne qui pointe dessus. Okay, on règle le problème qu'on avait au-dessus. Plusieurs pointeurs sur une mutable data. Et donc ça nous permet en fait, de régler les problèmes qu'on a en C++, de use after free, double free et tout ça. Donc l'ownership, comment ça marche? En gros, on a la fonction là, generate event. À l'intérieur, on a un let's event qui récupère une liste de vec. On s'en fout un peu de ce qu'il y a dedans. Mais pour l'instant, en fait, c'est let's event qui a l'ownership de cette liste, enfin de ce vecteur. Ensuite, en fait, on appelle la fonction transform events auquel en fait, on va passer la liste d'events. Donc maintenant, c'est transform event dans son scope qui détient l'ownership en fait de ce vecteur d'event. Donc ce qui fait que, vous voyez, transform event, il retourne à rien. Okay, donc en fait, à la fin, Rust, comme il n'y a personne qui détient l'ownership, il désingue la mémoire qui a été allouée pour la liste de vecteurs. Donc
pour ceux qui ont eu un peu de mal à suivre, sous forme de graphe, vous avez let's event, donc du coup qui pointe sur cette liste d'events. Ça, c'était pas moi. Et donc au moment en fait, où on passe à transform event, c'est lui qui détient l'ownership sur la liste d'events. Et let's event, on ne peut plus l'utiliser. Donc c'est-à-dire que si dans votre code, après vous retournez, vous réutilisez le events de la fonction generate events, ça va vous cracher à la compilation. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si on appelle 2 fois la fonction transform events, bah, en gros, on se retrouve avec... il y a eu un move sémantique en fait, de events dans transform events. Donc, en fait, le compilateur, quand je vous l'ai dit, à la compilation, il va lui dire bah, attends, tu as balancé ta donnée dans transform events, et là, tu essaies de la réutiliser alors que tu as perdu l'ownership, en fait. Mais parce que, en fait, ça, si on l'écrit en C, C++, vous n'avez pas dit, mais ça se trouve, le mec dans Transform Events, il a mis un free. Et vous vous retrouvez à faire un use after free dans le second call. Donc, on s'est évité une erreur potentiellement en runtime. Bon, on a quand même envie de l'appeler 2 fois, cette fonction. Okay, donc, du coup, on a le système de borrowing. Donc, on va prêter la donnée. On a 2 types de borrowing en Rust. Le borrowing en read-only, okay. Donc en gros, il est généré par cette personne que vous avez là. Si je retrouve le bouton, là, cette personne. Donc du coup, là, on a une liste de trésors qu'on va passer à getValueTresor et getDateTresor. Et ce qui fait que dans leur scope, ils ne peuvent que lire la donnée. Ils ne peuvent pas la modifier. Sinon, ça va cracher à la compilation. Et ensuite, on a aussi du coup, le borrowing mutable, parce que par défaut, en Rust, tout est immutable. Hein. Il faut mettre le mot-clé mut devant, comme ici, pour dire qu'on veut de la donnée immutable. Ce qui règle beaucoup de problèmes. Mais par contre, on a le droit à une seule référence mutable, parce que sinon, on est en désaccord avec la définition qu'on avait donnée juste au-dessus. Hein. Et donc là, en fait, sur la liste des trésors, on fait 2 références sur la liste des trésors. Et ça, du coup, Rust, il s'en aperçoit. Il vous crache à la compilation, comme quoi vous avez une première référence mutable, vous essayez de l'utiliser et vous courez des gros problèmes de sécurité à runtime, en fait. Parce que l'équivalent, on aurait ça en C++, vous aurez potentiellement ces erreurs. Donc en fait, le borrowing, si on regarde ça, c'est comme en fait du read-write-lock en fait, sur la donnée. Généralement, ce qu'on fait au niveau des sémaphores, c'est qu'on fait sur des bouts de code, on va locker une partie du bout de code et en fait un unlock après. Là, on est vraiment du read-write-lock sur la data elle-même. Donc, au niveau de la conclusion de l'ownership et de le borrowing, en fait, votre code, il ne va pas être juste plus rapide parce que vous avez enlevé le GC, donc déjà, vous enlevez cet overhead de la gestion du garbage collector. C'est surtout que écrire du code Rust, ça fait du code hyper safe. Okay, c'est robuste. Donc maintenant, on va se pencher un petit peu sur le modèle mémoire et puis aussi un petit peu tous les impacts de ce qu'on a déjà vu, plus le modèle mémoire sur le parallélisme. Donc le truc qu'il faut savoir, là, c'est tout le code un peu qu'on vous a montré tout à l'heure jusqu'à maintenant, en fait, ça a alloué sur la pile. Donc, on rappelle mémoire, la mémoire un peu découpée à deux organisations. La pile, où vous avez vos données qui s'entassent en fait, pour chaque thread. Et puis après, vous avez le tas, c'est un peu le fourre-tout. Donc par défaut, tout est organisé dans la stack, contrairement à Java, qui a plutôt tendance à aller dans la heap. Et en Java, vous avez une optimisation qui permet parfois de déplacer vers la pile, ce qu'on appelle l'escape analysis. Bah là, en fait, Rust, ce qui est pas mal, c'est qu'il pourra le faire dans les deux sens. C'est-à-dire que vous pouvez écrire du code comme si vous alliez aller sur la stack pour finalement le mettre sur la pile. Bah, Rust, ce qu'il va faire, il va le déplacer directement sur la pile, et ainsi de suite. Donc maintenant, bah, comment on alloue? Parce que je vous ai dit que par défaut, tout était sur la stack. Donc comment on dit à Rust, bah, tiens, moi, ça, j'aimerais bien avoir sur la pile. Donc, en fait, le premier truc qu'on a, c'est une box. Donc le but, en fait, c'est qu'on va encapsuler une donnée comme un pointeur, pour ceux qui sont encore dans la sphère C, C++. Et en fait, bah, on va pouvoir l'utiliser exactement de la même manière qu'une variable normale. Vous pouvez appeler sur la box la méthode name, ça fonctionne comme sur un truc normal. Et après, pareil, vous allez avoir les mêmes logiques, les mêmes mécanismes et les mêmes protections que sur les autres données. C'est-à-dire que si mon consume, je lui passe l'ownership de ma box, en fait, je ne peux pas l'appeler 2 fois, sinon j'aurai la même erreur, use of move value. Et en fait, du coup, effectivement, ma box, le pointeur que j'aurais, enfin l'adresse, la mémoire que j'aurais créée sur la heap, elle sera bien libérée dans le consume. Alors que celle de la stack, effectivement, elle sera libérée qu'à la fin de l'appel. Bon, maintenant, on est un peu comme tout à l'heure. J'avais un truc, j'aimerais bien pouvoir le partager quand même. Donc pour ça, on a ce qu'on appelle les shared references. Il y a plusieurs implémentations. Ici, on vous propose le modèle ARC, donc pour Atomic Reference Counter.
Donc en fait, c'est purement un smart pointer, mais celui-là, il est atomique, donc il gère la concurrence. Donc vous le retrouvez dans le paquet sync pour dire que voilà, il est synchrone. Et puis de la même manière, en fait, on encapsule un arc, on encapsule notre donnée dans un arc, et on peut y accéder. Et par contre, un peu comme tout à l'heure, il faut faire une opération spéciale pour dire à Rust finalement qu'on veut pas forcément consommer la donnée. On fait un clone en fait sur le compteur de référence. Et comme ça, en fait, ça va juste dire à Rust, attention, tu m'incrémentes le compteur. Et en fait, une fois que tous les compteurs, que le compteur sera retombé à 0, et effectivement, c'est à ce moment-là que la mémoire sera libérée. Et uniquement à ce moment-là, tant qu'il y a une référence qui vivra, la mémoire vivra. Donc maintenant, comment on crée des threads et comment on partage un peu de données entre ces threads. Donc déjà, pour commencer à créer un thread, en fait, vous avez la méthode spawn. Et on peut lui passer une lambda ou une méthode référence. Donc on a le choix entre les deux, un peu comme en Java. Et ce qui est pas mal là, sur Rust, en fait, c'est qu'on peut même faire renvoyer un résultat à cette lambda. Donc là, ça renvoie un string. Donc en fait, quand vous créez un thread, un vrai thread, c'est pas un green thread comme on peut avoir en Go par exemple, c'est un vrai thread système, vous allez récupérer un handler qui vous permet ensuite de récupérer les résultats. Donc là, typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer donc un compteur de référence partagé. On va créer en mode fonctionnel un compteur jusqu'à 2. On va créer autant de références qu'on a besoin. Ensuite, on va appeler, comme je vous disais, par exemple, par une méthode référence, on va appeler la fonction qui va en fait mapper, transformer pour chaque référence le résultat, lancer le thread et récupérer le handler. On va récupérer tout ça dans un vecteur et puis à la fin, on va juste synchroniser l'appel du thread courant sur l'attente des threads, et onWrap, que vous avez vu tout à l'heure, en fait, qui permet de récupérer le résultat ou de renvoyer une erreur si jamais il y en a une. Donc bien penser aussi à faire l'attente, parce que tous les threads qu'on crée sont un peu les équivalents des threads démons de Java. Si vous ne faites pas d'attente, en fait, votre main va se terminer et le programme avec. Donc les threads n'ont pas le temps de faire le traitement. Donc maintenant, un autre modèle qui est relativement connu maintenant, ce qui vient un peu surtout grâce à Go, c'est les channels. Et donc en fait, un channel, c'est juste un canal à deux sens. Par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut en fait en avoir plein de transmetteurs. Par contre, on peut avoir qu'un seul receveur, parce que sinon on aurait problème d'accès à la donnée. S'il y avait plusieurs personnes qui pouvaient avoir accès à la donnée en même temps, donc en fait, il n'y en a qu'un seul qui pourra réceptionner. Là, on a considéré ici que ce serait le thread main dans un profil producteur-consommateur. Donc là, on va spawner 2 threads, chacun va envoyer des vecteurs. Et en fait, ce qui est intéressant aussi avec Rust, c'est que le receveur, en fait, il est implément itérable. Donc on peut itérer dessus. Et en fait, tant qu'il y aura un receveur, un transmetteur, et en fait, il va rester en attente, en écoute. Puis dès qu'ils auront tous terminé, en fait, ça sera libéré et la boucle se terminera. Donc ce qui est intéressant avec le modèle channel, on garde toujours ce système de safety. C'est-à-dire que si je voulais accéder à mon score après l'avoir envoyé, j'aurai une erreur, la même erreur que vous avez vue tout à l'heure sur un modèle standard séquentiel. Ça va aussi vous dire, attention, non, là, la valeur, tu l'as confiée à un autre, c'est au receveur, tu ne peux plus l'utiliser après. Là, tu l'as déplacé, tu n'en es plus le propriétaire. Donc on a vraiment toujours les mêmes mécanismes qui revient. On a juste l'API qui se base sur ce mécanisme propre au langage pour vraiment fournir une API safe aussi. Du coup, on a vraiment du bon code concurrent et vraiment sans le problème de data race. Donc, pour rappel, la data race, c'est quand vous avez 2 codes qui essayent d'accéder à la donnée, en tout cas de faire des actions sur la donnée en même temps. Donc ça, c'est pas possible en Rust, grâce à l'ownership. Un autre point qu'on voulait montrer, c'est les macros. C'est comme un sujet intéressant et assez spécifique dans Rust. Donc, vous avez les fonctions en fait, qui vous permettent d'abstraire de votre code par extraction de variables. On a vu les génériques qui permettent d'abstraire au niveau des types. Mais en fait, on a les macros et on pourra abstraire carrément au niveau de l'arbre syntaxique. Donc, pour rappel, quand vous compilez un langage, il génère un arbre des instructions qu'il doit exécuter. Donc, en fait, ce qui va se passer, les macros, ça va ressembler à ça. Donc, en fait, Rust, il va passer une première fois dans votre code. Donc, il va voir... j'essaie de récupérer. Donc récupérer il va voir cette instruction. Donc en fait, il va compiler, il va considérer que c'est un élément de l'arbre. Donc il faut que, en fait, du coup, quand vous écrivez une macro ou quand vous faites appel à une macro, il faut que ce soit un arbre qui soit compilable. Il faut d'abord qu'il ait pu lire l'arbre. Ensuite, une fois qu'il a fait l'arbre, il va voir qu'il y a un appel à une macro qui est ici.
Donc avec le point d'exclamation, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. En fait, tout ce qui est point d'exclamation, c'est les extensions du langage. Ici, on a une fonction spéciale qui s'appelle macro-route qui permet de créer une macro. Et après, quand on a une macro, ça crée une nouvelle extension langage avec une new macro. Excusez-moi. Et donc voilà, on va vraiment agir au niveau de l'arbre en fait. Donc là, on a une règle simple en fait avec des patterns fixes. Et puis là, on a des variables qui permettent d'extraire, un système de templating qui va générer du code, ce qu'on appelle l'expansion. Et après, si vous avez des systèmes de délimiteurs, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc ça peut être assez sympa. Tout à l'heure, je sais pas, vous avez fait attention, quand on a appelé la méthode vec, en fait, on a mis des crochets plutôt que des parenthèses. Ça parle plus quand on veut créer quelque chose qui ressemble à une liste. Donc on peut aller très très loin en fait dans l'expressivité avec les macros. Et comme on agit au niveau de l'arbre syntaxique, en fait, il n'y a pas de collision de noms, tout est isolé. Parce que c'est vraiment, voilà, c'est pas juste de la génération de code qu'on peut avoir les préprocesseurs C. On va vraiment générer des morceaux d'arbres qui vont du coup tout isoler. Donc c'est aussi un niveau de garantie de safety. Donc là, on vous a listé quelques patterns. Vous pouvez les retrouver aussi dans la doc. Donc, tous les éléments qu'on peut extraire, en fait, on peut capturer comme arbre. Donc on va pas faire la liste ici. Je vous laisserai regarder à Fro ou dans la doc ce que ça représente. Quelques fonctionnalités voilà, qu'on voulait un peu linker, mais qu'on n'a pas le temps de présenter ici. Donc, vous laissera pareil faire le tour sur la gestion des erreurs avancées. Les modules, c'est ceux qui ont des packages. Les procédurales macros, c'est ceux qui ont de l'API APT de Java. Les FFI, c'est tout ce qui permet d'interagir avec d'autres langages. Donc d'appeler du Rust depuis un autre langage, de Rust vers un autre langage. Le polymorphisme, on a vu qu'il n'y a pas d'héritage, mais il y a quand même du polymorphisme. La concurrence, on vous a présenté très rapidement, il y a beaucoup mieux à faire. Et unsafe, c'est tout ce qui permet le contrôle. C'est-à-dire que vous pouvez revenir vraiment à du très bas niveau si vous avez besoin. Il faudra juste un moment que vous disiez à Rust, à cet endroit-là, je veux plus que tu me checkes tout. Je veux juste que tu me garantisses qu'avant d'entrer dans ce bloc-là, unsafe, j'étais dans un système stable. Et moi, je te garantis qu'à la sortie, je serai aussi stable. Donc, ce qui fait qu'en fait, vous pouvez vraiment isoler vos morceaux un peu tricky. Du coup, on a dit que c'était fast, reliable, on est passé par le safety aussi, mais quand vous écrivez du Rust, vous écrivez à cette vitesse-là. Le langage vous permet ça, d'être super productif. Kind of. Et en gros, déjà, pour être productif, il faut qu'on écrive facilement des tests, pour éviter de créer des mecs qui marchent sur l'eau. Et donc, du coup, on a besoin d'écrire facilement des tests unitaires. Donc là, c'est un vrai code sorti de la librairie Rayon qu'on va vous présenter tout à l'heure rapidement. Alors ce test, il crée une thread pool, il vérifie que la pool de thread est bien faite en fait, mais la recette est juste super simple. En gros, vous prenez votre fonction, vous la placez où est-ce que vous voulez dans votre source folder en fait. Vous ajoutez l'attribut, c'est de dièse test. Vous en avez d'autres, les dièse ignore, should panic, parce qu'en Rust, en fait, pour vérifier que votre fonction est correcte, il vérifie si votre fonction elle panique ou pas, enfin si votre thread a panique ou pas. Donc si elle doit paniquer, vous mettez should panic. Vous mettez l'assert macro, en fait. Vous avez vu, on utilise beaucoup les macros en Rust. Et ensuite, vous renez cargo test. Cargo, c'est notre build tool, comme vous avez NPM et tout ça, nous on a cargo. Et par défaut, faites attention, vos tests run de façon concurrentielle, donc ça force l'écriture de tests atomiques, des tests qui ne dépendent pas les uns des autres. Donc une best practice. On a une super feature aussi, Python là aussi, mais elle est peu utilisée, je trouve. En Rust, elle est beaucoup utilisée. C'est-à-dire qu'en gros, sur cette partie-là, ça c'est de la documentation en fait, matérialisée par ces triple slash. Et en gros là, la syntaxe pour la documentation est vachement proche du Markdown. Et donc du coup, ici, on a un bloc de code en fait qui, en fait, Cargo, il prend votre bloc de code, le compile. S'il y a des asserts, il fait jouer les tests dessus. Mais ce qui vous permet en fait, du coup, d'avoir toujours la documentation à jour, vu que votre documentation elle est compilée et testée. Ça, c'est génial ça, parce que du coup, toutes les librairies Rust utilisent ce mécanisme-là, et donc du coup, vous avez plein d'exemples dans toutes les librairies. Et ils sont toujours à jour, et vous savez que vous pouvez prendre cet exemple, et il marche l'exemple. Donc là, c'est un vrai code sorti de la librairie Hyper, c'est pour faire de l'HTTP en Rust en fait. Et lui, il va vérifier que l'append sur un cookie, ça marche bien. Un test plutôt simple. Au niveau des tests framework, je pense que c'est important d'y passer. La peinture est encore fraîche. C'est-à-dire que là, par exemple, on a Stainless qui, lui, vous donne une syntaxe vachement proche de ce que vous avez en Jasmine ou quoi, basée que sur du macro. Mais par exemple, il n'y a pas le before et l'after, vous avez juste le before each, after each.
Au niveau du testing pour les mocks, il y a ça. Elle est super. Vous allez trouver plein de librairies hyper complètes pour faire des mocks. Mais en gros, les frameworks de test, la peinture est pas fraîche. Si vous avez des pull requests en tête, bah, allez-y parce qu'il y a beaucoup à faire. Donc là, on vous a mentionné pas mal Cargo, donc maintenant on va essayer de vous présenter quand même. Donc c'est vraiment le but, c'est vraiment un peu ce que le Maven avait apporté à Java, c'est de la standardisation, la gestion d'un workflow. En fait, vous allez vraiment, c'est vraiment l'outil que vous allez utiliser au quotidien en fait pour travailler avec Rust. Donc l'idée, c'est d'apporter des conventions au projet. Donc tous vos projets vont être organisés de la même manière, vous allez retrouver les informations de la même manière. C'est vraiment voilà, ce qui est très pratique, et pas chacun fait la sauce dans son coin. Moi j'ai un répertoire qui s'appelle source, moi j'ai un répertoire qui s'appelle SRC. Non, on essaie de standardiser tout ça et que tout le monde se mette d'accord et que quelqu'un qui arrive sur un projet, il n'y ait pas de souci. Donc c'est pareil, c'est aussi le gestionnaire de dépendance, un peu pareil avec Maven. Et on voit aussi toute une notion de protection sur le fetch des dépendances. Et aussi on peut exécuter des tâches particulières et même les écrire en Rust. Donc à quoi ça ressemble un peu un projet Rust avec Cargo? Donc vous avez votre fichier de configuration, c'est du TOML, donc encore un énième format très proche de YAML. Un mix entre un INI et un YAML en fait. Donc ce qui vous a intéressé, plus directement ce qui nous intéresse, c'est le répertoire SRC. Les librairies, normalement, ont tout un lib.rs, ça va être le point d'entrée de la librairie. Et pour les binaires, ça sera un main.rs. Ce qui est fortement conseillé, c'est que même sur les binaires, c'est de faire un lib.rs qui permet en fait de tester votre code comme si c'était une librairie. Vraiment de penser par API votre code. Donc après, on retrouve d'autres répertoires. Donc là, effectivement, comme vous avez dit tout à l'heure, vous pouvez retrouver vos tests unitaires de votre lib. Et par contre, on peut avoir d'autres types de tests. Donc ici, on a les benches. Donc on a toute une librairie pour gérer des benches. Bon, pour l'instant, il faut se mettre sur la nightly, donc on ne peut pas utiliser ça sur la version stable. Ou sinon, vous pouvez lancer juste vos benches en utilisant une syntaxe qui permet de dire que ce code-là, j'exécute avec la nightly. Vos tests plus d'intégration, en fait, ce qui va se passer là, c'est que tous ces petits fichiers ou les exemples, en fait, vont générer chacun un binaire. C'est vraiment un binaire propre, comme si vous aviez fait une application, en fait. Votre test, c'est une application. Et après, donc on a dit, on a un système de repeatable. Donc si vous faites du npm, vous devez déjà avoir un équivalent. Donc on a un point lock qui permet en fait de savoir en fait quelle version exacte vous avez utilisée de chaque version de votre librairie. Donc ce qui se passe, c'est qu'en général, pour les binaires, on va le garder en configuration histoire de reproduire toujours le même binaire. Alors que pour les librairies, en fait, ça va plutôt dépendre en fait de qui va utiliser votre librairie. C'est plutôt lui en fait qui va vous fournir les dépendances. Donc un truc qui est sympa avec Cargo aussi. C'est que... Oui. Ah oui, non, c'est pas grave. Donc en fait, quand vous publiez un crate, ça s'appelle, c'est le nom un peu des modules, du packaging de Rust. En fait, ça va être publié sur Crates.io et donc ce sera accessible à tout le monde, un peu comme vous avez avec NPM ou avec un Maven central. Donc tout le monde peut accéder à votre lib. Bon, du coup, on peut pas voir, mais normalement, en fait, on voit qu'il y a vachement de détails. En fait, on peut accéder au code source, on peut avoir un accès à la documentation, on peut voir la liste des versions, et vous avez même en fait des petits trucs à copier-coller pour ensuite intégrer cette fonction dans vos projets. Et aussi, en fait, votre documentation, elle est aussi publiée sur docs.rs. Et du coup, il y a le lien qui sera fait depuis Crates.io vers... Et comme on vous l'a montré avec les exemples qui sont toujours à jour, du coup, il y a beaucoup de projets, en fait, ils n'ont pas vraiment de page de wiki où vous allez retrouver la documentation spécifique. Vous avez surtout des getting started, en fait, vous allez les retrouver directement en tant qu'exemple et vous savez qu'ils vont fonctionner. Vous n'avez pas un vieux wiki qui n'est pas à jour parce que votre exemple, il a été compilé au moment où en fait, le crate a été généré. Donc là, c'est pareil, on pourrait browser, on la petite structure sur le... Donc après, voilà, donc, grâce au cargo.lock, en fait, il va aussi garder les notions de transitivité des dépendances. Au niveau du cargo. Comme ça, à chaque fois que vous allez relancer votre compile, en fait, vous allez toujours travailler avec la même librairie. Et un jour, si vous avez envie de tester une nouvelle version ou dire, tiens, là, j'étais sur une version 1.2 et je voudrais voir si ça marche avec la 1.3, vous demandez à Cargo de mettre à jour le cargo.lock, vous passez votre CI et ça passe. Et donc vous avez une notion de dépendance transitive basée sur une syntaxe, une sémantique proche de semver. La logique de dépendance, de gestion des versions en fait ne calque pas sur semver, mais il y a une logique qui est très proche. Il faut juste se calquer, c'est marqué sur la doc de Cargo, mais en général on n'a pas trop de soucis comme à se faire. Donc maintenant, on va vous présenter un peu l'écosystème.
Donc notamment les IDE. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui travaillent sur VS Code avec un plugin donc, qui est développé par Kalita Alexei, qui est en fait un fork d'un premier plugin qui a été abandonné. Assez récemment, depuis en fait, août, la team Rust en fait, commence à déployer un plugin basé en fait, la plupart maintenant sur RLS, Rust Language Server, donc qui reprend un peu les principes des Language Server Protocol. C'est un outil qui est fourni par la team Rust et qui va permettre en fait, de fournir plein de métadonnées sur le code que vous avez compilé, le code que vous exécutez. Donc, notamment, on vous propose du refactoring, de la complétion. Le but, c'est qu'en fait, les IDE en fait, ne fournissent plus cette logique, mais viennent plutôt se plugger sur cet outil pour récolter de l'information. À savoir qu'aujourd'hui, RLS n'est pas toujours très performant, donc en fait, on utilise un peu son ancêtre qui s'appelle Racer, qui fournit les mêmes services, mais du coup, qui ne sont pas pluggés sur le compilateur. Parce que là, en fait, RLS, lui, est directement plugué sur le compilateur. Donc le tooling Rust, après, sur la couverture de code, le débugage, les analyses, le monitoring, le profiling, en fait, c'est tous les outils qu'on avait déjà en fait, sur les systèmes qui sont basés sur LLVM ou sur le natif en général. Donc on réutilise vraiment à fond l'écosystème sur lequel se base Rust. On vous a dit aussi que c'est pareil sur la FFI, du coup ça permet de se plugger avec des librairies existantes. Donc on va aussi faire de l'intégration continue, c'est quelque chose qui est très en vogue sur Rust, notamment grâce à son créateur, qui a mis en place un script qui s'appelle Bore, donc en fait qui a une validation assez pointue. En fait, vous ne pouvez pas pousser n'importe quoi sur Develop, vraiment que tout était validé avant que ça devienne valide sur Nightly. Donc ce que fait sur pas mal de langages, en fait, enfin de projets, notamment les projets qui tournent autour de Rust, donc le plugin, RLS, Cargo, RustHub aussi qui est l'installeur de Rust. On va toujours essayer de targeter la Nightly, même si on va autoriser un échec. Et comme ça, en fait, on a une base de code énorme pour tester en fait, le compilateur tous les jours. Tous les jours, il y a énormément de projets. Donc si vraiment il y a un truc qui ne serait pas testé, qui aurait été accepté sur le Nightly, en fait, on va vite s'en rendre compte parce qu'il y a tout plein de projets qui en dépendent, qui vont cracher le lendemain matin. C'est pour ça qu'on a même la Nightly en fait, est extrêmement stable, il y a énormément de projets qui se basent dessus. Une petite liste des librairies en fait, que vous utilisez donc, sur du code asynchrone, il y a du machine learning, il y a énormément de choses. On voulait juste faire un focus, on vous laissera regarder. On a mis des liens vers Crates.io de toutes ces librairies. On voulait juste faire un focus sur 2-3 librairies. Rayon, qui est une implémentation du pattern fork join. Donc, vous retrouverez dans le code source qu'on vous a listé une implémentation des matrices en Java basée sur fork join pool et une basée sur Rayon en Rust. Donc le principe du fork join pool, pour ceux qui ne connaissent pas, si le problème est petit, on essaie de le faire en séquentiel. S'il est trop gros, on ne va pas forcément le faire en parallèle, on va juste découper en deux. Et en fait, le thread courant va traiter la première tâche, et s'il y a un autre thread qui n'a rien à faire, il traitera le second. Donc voilà, c'est très élégant. Je vous laisserai regarder le code qui est en Java, qui est juste immonde et qui fait peut-être 50 lignes. Alors que là, je vais aussi vous le faire en une quinzaine de lignes. Et du coup, au niveau des frameworks web, on en a. Donc là, on vous donne l'exemple de Rocket, en fait, on vous la montre parce qu'il est très proche de ce que vous écrivez en Java, en fait. Donc là, vous avez un attribut, en fait, get, du coup, pour dire que vous faites une méthode, vous bindez sur votre API endpoint avec un verbe get. Vous retournez un JSON. Ici, le JSON, il est retourné grâce à une macro, en fait. Donc vous pouvez créer facilement des JSON, en fait, comme en JavaScript. Et basiquement, donc, comme le projet s'appelle Rocket, vous lancez la requête en montant vos routes en fait, par rapport à votre endpoint. Et ensuite, vous avez juste à appeler la fonction launch. Rocket, en fait, pour faire ça, il utilise de la génération de code, mais c'est de la bonne génération de code, croyez-moi. Je vous invite à regarder son talk, pour ceux qui ont peur de la génération de code, qu'il a donné à la RustConf. Du coup, pour conclure un peu sur ce talk, en fait, du coup, on a vu que Rust, il est memory safety sans garbage collector, sans overhead à runtime. Donc, il gagne pas mal en rapidité. Il vous permet d'écrire du code concurrentiel sans data race et en plus, il vous aide à en écrire. Il vous prévient si vous faites des conneries. Des abstractions sans overhead, parce qu'en fait, vos traits qu'on a vus au tout début, ils utilisent le static dispatch. Donc du coup, c'est l'équivalent aussi en C et C++ pour optimiser au niveau de cette perf. Et vous avez un contrôle aussi qui vous est offert grâce à Rust, parce que Rust, c'est un langage système. Donc vous avez un assez bon contrôle aussi qui vous est donné sur la partie layout de la memory. Mais sans avoir une syntaxe un peu barbare. Parce que là, vous avez vu le code, c'était du code de langage haut niveau. Sauf que là, vous écrivez
du code pour un truc qui va tâter C et C++ en termes de perf, voire même gagner sur certains benchmarks, mais ça, c'est un autre débat. Du coup, vous allez retrouver du Rust en fait sur des parties très système. Donc, comme je vous l'ai dit, nous chez Clever, on s'en sert sur les machines virtuelles et tout ça. Donc, du low level, de l'embarqué. Il y a des moteurs de jeu qui commencent à être écrits en Rust, comme Amethyst et Piston, mais je vous allez plutôt regarder Amethyst. On peut faire du WebAssembly en Rust. Et ensuite, si vous utilisez Firefox depuis la version 48, en fait, ouais, c'est ça, vous avez du Rust qui est à l'intérieur. Au niveau de la communauté, sur Cred.io, ce qu'on vous a montré tout à l'heure, du coup, on a plus de 11 000 librairies maintenant. Rust, c'est 1856 contributeurs, mais je pense que depuis, ça a encore augmenté. Il a été nommé le langage le plus aimé sur Stack Overflow, ça doit être l'année dernière. On a mis le lien pour la preuve. Et c'est le 18e langage le plus populaire sur GitHub pour lancer des nouveaux projets. Et un petit mot sur la MKTD, donc on organise avec ma société, donc c'est des journées d'ateliers sur une journée, c'est gratuit pour les développeurs, donc n'hésitez pas à venir, café, la boisson, tout est offert. Vous avez juste à venir avec votre matériel et à profiter de la journée. Donc le prochain aura lieu le 24 novembre, pardon. C'est en cours. Ça aura lieu le 24 novembre, vous avez le lien sur Meetup, j'ai pas mal aussi remis sur Twitter, voilà, pour rappel. Donc en fait, la grosse conclusion, c'est que Rust, tout le monde l'aime et il est phénoménal. Est-ce que vous avez des questions? Non, lui, pas de questions. Lui, il a pas de questions. Vas-y, micro. Moi, je fais du dev web et de temps en temps, des fois, quand je fais pas de Kotlin. Et du coup, en fait, j'aimerais faire du code Rust et transpiler sur du JS. C'est débile comme truc. Alors, c'est possible. Après, il faut savoir accepter ce qu'on va avoir. L'idée, c'est plutôt d'aller générer du WebAssembly, enfin du MScriptM. Bon, après, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails de tout ce que c'est. On va plutôt s'orienter à exécuter du code applicatif. Plutôt vraiment faire des belles pages web, ça, HTML, JS, CSS, tu le sais très bien parce que tu en parles ce soir. Allez voir son talk si vous n'êtes pas convaincu qu'on peut faire de très belles choses avec CSS, HTML très simple sans JavaScript. Par contre, si vous voulez vraiment avoir du code applicatif type SIG, de la 3D, effectivement, là, Rust va pouvoir vous apporter des choses, mais c'est plutôt WebAssembly indirectement et l'LVM en back-end. Parce qu'en fait, il y a des MScriptM qui permettent de passer de l'LVM vers du JavaScript. Tu peux compléter en fait un peu ton truc en disant que tu ne vas pas utiliser Rust pour du web applicatif, mais par contre, il y a un moment, ça m'énerve les micros. Tu as besoin de performance et tu dois du coup écrire du code concurrentiel, tu vas te servir de Rust comme langage de support en fait. Du coup, tu vas connecter tes briques Java, tes briques JS avec Rust qui va permettre de faire tourner tout l'engrenage. Et donc, c'est là où, si tu as besoin de perf dans le web à une partie, tu écris ça en Rust. Et au pire, tu fais un binding, parce que le FFI, donc le Foreign Function Interface, qui permet d'appeler du Rust, à partir d'un autre langage, est super simple à faire. On vous laissera aussi, du coup, dans les instructions, c'est pas encore fait, on ne les a pas mis, on laissera un readme à côté des sources pour expliquer comment compiler depuis une machine Linux vers ARM ou justement vers Node.js ou du WebAssembly. Et du coup, au niveau de la Foreign Function Interface, comme c'est super simple à faire, vous avez accès à toutes les librairies C et C++ qui existent. Donc, on n'a pas juste 11 000 librairies sur Cred.io, on a aussi toutes les librairies C et C++, avec qui le binding est super facile à faire. C'est du code natif, donc effectivement. Après, c'est toujours pareil. Il y a des logiques qui vont être plus intéressantes en Java ou en C, et inversement. Ça dépend en fait du fonctionnement. Voilà, par exemple, il y a surtout des modèles mémoire qui sont très différents entre C, C++, Rust et Java. Et surtout la façon dont les algos vont exploiter la mémoire qui vont être intéressants. Par exemple, je termine. Juste en Java, en fait, il va allouer énormément de mémoire d'un coup, donc ce qui peut permettre de gagner pas mal de temps, plutôt que de demander de la mémoire assez souvent, et ce qui peut être assez consommateur en termes de CPU. Voilà. Bon, merci d'être venu, et on espère que vous utiliserez Rust bientôt dans vos prods, ou au moins en toy project.